Bonjour chers étudiants, à présent on va voir l'embranchement des nématelmintes avec le grand groupe des nématodes qui sont les vers. Alors néma ça veut dire rond, helminthe ça veut dire vers. Avec les nématelmintes, nous sommes chez les pseudopodes et on donne à présent les caractéristiques essentielles. Ce sont des métazoaires triploblastiques, symétrie bilatérale. Ils sont cylindriques ou filiformes. Filiformes parce qu'ils ont la forme d'un fil, ils sont effilés aux deux extrémités et très pointus. Ce sont des vers ronds. Lorsque vous faites la coupe, vous trouvez la section qui est ronde, cylindrique. Au corps recouvert d'une cuticule épaisse, il n'y a pas de cils et la croissance se fait par mue comme chez les arthropodes. La cavité générale est partiellement remplie de mésenchymes et ils sont soit libres, soit parasites et ils occupent tous les milieux. Les sexes sont séparés, donc ils sont gonochoriques. La fécondation interne et ils ont un développement direct. Plusieurs maladies humaines causées par les nématodes comme les trichinoses, l'éléphantiasis, l'ascaridiase, l'oxyurus, thyrose, etc. Alors le premier exemple qu'on va voir, alors avec cette diapo, alors toujours caractéristiques généraux, les vers ronds, de forme ronde et effilée. L'intérieur du corps contient une cavité interne, mais elle n'est pas entièrement remplie. Elle n'est que partiellement bordée par de la couche de tissu embryonnaire appelée mésoderme, et c'est la couche qui produit les muscles. C'est pour cette raison qu'ils sont qualifiés de pseudo-célomates. Et là, vous avez une photo de Strongyloides adulte qui est un ver rond et qu'on va voir immédiatement. Alors avant de voir le strongyloïde, on va parler un peu des nématodes. Ils sont les nématelmintes. Les nématodes sont un groupe extrêmement homogène de vers ronds. Ils ont une symétrie bilatérale qui est marquée et ce sont des triploblastiques protostomiens parce que la bouche se forme en premier. Ils sont caractérisés par un exosquelette formé d'une cuticule et ils sont capables de mues successives, c'est-à-dire qu'ils changent de peau. Ils rejettent la peau pour acquérir une autre, qui permettent des phases de croissance entre les stades larvaires et un stade adulte. Donc il y a plusieurs stades larvaires avant d'arriver au stade adulte sur lesquels nous reviendrons lorsqu'on va traiter les arthropodes et plus spécialement les insectes parce qu'ils comptent les insectes parce qu'ils ont un petit rapprochement à ce point de vue. Alors ils comptent des formes libres et des formes parasites, mais nous on va voir uniquement principalement les formes parasites. Ce sont des parasites, avant qu'on entame le cours, ce sont des parasites puissants. Ils sont très difficiles à éliminer. Ils vivent dans des températures qui sont très hautes. Ils peuvent vivre même à plus de 80 degrés. Ils vivent à des températures très froides, jusqu'à moins de 172 degrés de gel ou de dessiccation. Alors la classification des nématelmintes, elle fait intervenir le mode de vie, c'est qu'ils sont soit libres, soit parasites. L'hôte définitif, c'est un végétal, un animal, un vertébré ou un invertébré. Et le cycle de développement présente soit une phase libre, soit pas de phase libre. Et aussi, il présente un ou deux hôtes. C'est un cycle qui est soit digénétique, soit monogénétique. Alors, on commence par les nématodes libres qui vivent dans l'eau douce ou l'eau de mer, sont de petite taille, ils peuvent supporter des dessiccations importantes et des pH qui sont très variables. Ils sont très tolérants, les nématodes. Alors, comme exemple, nous avons Anguillula. Alors, les nématodes zooparasites, il y a les phytoparasites qui parasitent les plantes, il y a les zooparasites qui vont parasiter les animaux. Alors ce sont des parasites des vertébrés qui est l'hôte définitif et on a le cycle à un seul hôte sans stade larvaire libre comme les oxyures et les ascarides, comme Enterobius vermicularis qui est un oxyure, sont les petits vers ronds qui parasitent les enfants au niveau de l'anus. Et il y a l'Ascaris lumbricoides qui vit, c'est l'ascaris de l'homme qui vit dans le duodénum de l'homme au niveau de l'intestin. Il y a aussi le cycle à un seul hôte et avec un stade libre. Ce sont des cycles à génération alternante. Il y a alternance de phases parasites et de phases non parasites avec la parthénogenèse aussi. Et comme exemple, on a le Strongyloides stercoralis. Il y a aussi le cycle sans génération alternante où les larves sont libres. L'exemple, c'est l'Ankylostoma duodénal. Et il y a les cycles
qui présente deux hôtes et les deux hôtes sont des vertébrés. Et l'exemple, c'est le Trichinella spiralis. Le premier hôte, c'est le cochon. Le deuxième hôte, c'est l'homme. Ça peut être deux fois le cochon, hein, un cochon qui parasite. Il y a aussi les parasites d'invertébrés. Non seulement les nématodes parasitent les vertébrés, mais ils peuvent aussi parasiter les invertébrés, comme l'exemple d'Agamermis dacodata. À présent, le premier exemple, c'est le Strongyloides stercoralis. La femelle adulte mesure 2,7 mm de long. La larve, elle est rhabditoïde. Elle mesure 0,38 mm. C'est la larve qui est filariforme larvée et qui mesure aussi 0,6 mm de long. Alors regardez là, c'est l'adulte avec les deux extrémités qui sont pointues. Regardez la larve ici qui est transparente. J'ai oublié de vous dire que les nématodes possèdent une bouche qui est formée de 3 lèvres et parfois elle possède 6 lèvres. Alors le Strongyloides stercoralis, c'est le nom du nématode qui est responsable d'une parasitose qu'on appelle l'angélulose ou strongyloïdose que l'on retrouve chez l'homme ou chez d'autres espèces animales. Alors le Strongyloides stercoralis, c'est un ver qui est rond, qui est minuscule, qui est pointu aux deux extrémités et dont les femelles parthénogénétiques parasites sont profondément fixées dans la muqueuse duodénale. Alors tout d'abord, que veut dire la parthénogénèse? Ça veut dire que la femelle, elle donne des petits sans l'intervention du mâle. Et il y a plusieurs types de parthénogénèse. Vous pouvez le voir en embryologie, ce phénomène. Alors on passe à la diapo suivante. Alors ça c'est un Strongyloides, c'est la larve. Ça c'est le détail de la larve. Alors la tête, la voilà avec la bouche, même si on ne la voit pas. Et là c'est la queue. Et c'est cette queue qui est très effilée, qui pique au niveau de l'intestin, au niveau du duodénum. Alors le cycle de Strongyloides stercoralis, c'est la classe des nématodes. L'ordre des Rhabditidae. Alors, la morphologie présente 4 stades. Alors, nous avons d'abord le ver où les femelles parthénogénétiques sont très fines, qui ont un œsophage strongyloïde allongé, ça veut dire avec un seul renflement. Ils ont un petit renflement et gonflé, œsophagien. Ils vivent dans l'intestin et ils ne sont pas hématophages. Elles sont non hématophages, ça veut dire qu'elles ne sucent pas le sang. Leur longueur, elle est de 2,5 mm. Donc, alors, les adultes qui sont coraux, ça vient de Stercoralis, mesurent environ 1 mm et ils vivent dans le milieu extérieur. Ça, c'est pour les adultes. Les œufs présentent une coque mince, claire, transparente. Ils contiennent la larve L1 lors de l'émission des selles. Et voici l'œuf et voici la larve, l'œuf plus la larve L1 que vous voyez ici par transparence. Alors les stades larvaires, nous avons d'abord le stade L1 qui est rhabditoïde avec un double renflement au niveau de l'œsophage. On a la larve L2 qui est strongyloïde parce qu'elle a la forme déjà du ver. Voilà, la larve L2, ça c'est L1, ça c'est la larve L1, L2 n'est pas représentée. Et ensuite, on a la larve strongyloïde infectieuse, c'est la larve L3, donc c'est celle-là. Elle présente un gonflement œsophagien, elle mesure 600 micromètres, l'œsophage est égal à 1/2 du corps. Donc regardez, de là à là, c'est tout ça, c'est l'œsophage. Et l'extrémité postérieure, elle est discrètement bifide, c'est-à-dire qu'elle est coupée en deux. Le cycle évolutif, c'est que le parasite est un parasite monoxène, opportuniste, ça veut dire qu'il attend le moment opportun pour parasiter. L'hôte définitif, c'est l'homme. Alors ici, les femelles parasites circulent dans la muqueuse intestinale. Ensuite, elles vont pondre les œufs qui sont embryonnés et qui vont s'embryonner pendant le transit intestinal. L'élimination se fait fécale des larves rhabditoïdes au jour 0. Ensuite, les conditions extérieures influencent l'évolution, c'est-à-dire que c'est en fonction de la température, de l'humidité, des matières organiques. Si la température est inférieure à 6 degrés, la larve L1 va survivre pendant 15 jours puis mourir. Si la température est comprise entre 16 et 20 degrés et l'humidité est supérieure à 60%, au jour J0, on a la larve L1
Et à J+3, on a obtention des larves L3 infestantes et la survie pendant. Maintenant, si la température est supérieure à 20 degrés Celsius, on a abondance de matière organique, on a l'humidité avec 60%. À ce moment-là, au jour 0, nous avons la larve L1. Au jour J+3, obtention directe de l'adulte, mâle ou femelle, qui sont libres et qui sont qu'on appelle des adultes stercoraux. Alors la fécondation, on a la ponte, on passe à la larve L1, la larve L2, la larve L3 qui est infectieuse et au jour J+7 et elle peut survivre jusqu'à... Alors ça, ce sont des images de la larve de Strongyloides stercoralis. Ça, c'est une coupe au niveau d'un muscle. Et vous voyez ici les coupes de la larve, comme ceci. Ça, c'est le stade larvaire. Vous avez 2 coupes à droite et 3 larves. Ça, c'est la bouche, le renflement œsophagien. Et de l'autre côté, on a la partie qui est effilée, qui est mince, c'est pour piquer l'homme au niveau du duodénum. Alors, le cycle parasitaire de Strongyloides stercoralis. Alors, on commence par le stade 1. Alors, le mâle et la femelle vont se développent. D'abord, ce sont des adultes qui sont libres. Ils vont pondre des œufs par les femelles qui sont fécondées. Les œufs vont s'embryonner et donner des larves rhabditoïdes. Et ensuite, les larves rhabditoïdes vont donner des larves strongyloïdes infestantes et la larve strongyloïde infestante va traverser la peau de l'homme et l'infestation elle est passive. Alors ici on a un cycle parasitaire qui est alternant par la parthénogenèse et par une phase libre et une phase parthénogénétique qui est parasite bien sûr. Alors les larves strongyloïdes infestantes vont traverser la peau. Alors ces larves strongyloïdes sont transportées par la circulation jusqu'au poumon, puis vont remonter jusqu'à la trachée, redescendre par le pharynx après déglutition, arriver à l'intestin où elles vont donner les adultes, vont devenir adultes. Et les vers adultes femelles sont dans l'intestin. Ensuite, les œufs seront déposés dans la muqueuse intestinale et vont éclore et migrer dans la lumière intestinale. À ce moment-là, nous aurons une auto-infection des larves rhabditoïdes dans l'intestin qui vont devenir strongyloïdes infestants, vont traverser la muqueuse intestinale et suivent leur cycle. Et par la suite, les larves rhabditoïdes de l'intestin sont excrétées dans les selles. Et le cycle, on aura des individus qui sont libres à l'extérieur après plusieurs mues qui vont nous donner les adultes et réinfestation. Donc voici le cycle de Strongyloides stercoralis. On passe au deuxième exemple qui est l'ankylostoma duodénal. Alors l'ankylostoma duodénal va provoquer une maladie qu'on appelle l'ankylostomose ou l'anémie des mineurs parce qu'elle infeste les les personnes qui travaillent dans les mines. Alors c'est une espèce de nématode, ce sont qui est non segmentée, qui ont une épaisse cuticule et qui mènent une vie libre ou parasite. Et là, ils sont parasites. Elle peut être libre sans parasiter. Alors, 2 petits vers qui sont ronds, qui sont très voisins de l'ankylostoma. On a Ankylostoma duodénal et Necator americanus. Alors, au Maroc, nous avons la première espèce. Ils sont désignés couramment par le même nom que c'est l'ankylostome, car ils entraînent la même maladie qu'on appelle l'ankylostomose. Alors regardez l'intestin et voilà l'ankylostoma duodénal au niveau de l'intestin. Alors l'ankylostoma a pour cycle le suivant. Les adultes ont l'aspect de gros oxyures blancs. On va voir l'oxyure juste par la suite. Ils deviennent rouges après un repas de sang. Alors la capsule buccale est inclinée sur la face dorsale. Ils sont hématophages. Ce n'est pas comme le strongyloides qui ne suce pas le sang, il n'est pas hématophage. Les femelles ne sont pas hématophages. Alors le mâle mesure entre 8 et 10 mm. Il a une bourse caudale et 2 spicules qui permettent le diagnostic de l'espèce. La femelle, elle mesure entre 10 à 15 mm et les extrémités postérieures sont pointues, sont obtuses. La bouche de l'ankylostoma présente 2 paires. Alors l'œuf, il est ovoïde. Il présente une coque qui est mince, transparente. Elle est incolore, entre 60 et 70 microns. Fois 40. Alors, ils sont embryonnés à la ponte, mais ils contiennent des blastomères qui se multiplient rapidement. Le stade morula au moment de l'examen coprologique. Alors, les stades larvaires, nous avons le stade L1, qui est rhabditoïde.
il présente toujours un double renflement au niveau de l'œsophage. Le stade L2 qui est strongyloïde, et c'est le stade L3 qui est strongyloïde et infectieux. Le troisième stade, c'est le stade où la larve elle est infectieuse parce qu'elle va parasiter. Alors là, vous avez la bouche de l'ankylostoma avec les crochets. Là, c'est l'adulte de l'ankylostoma. D'autres adultes ici, regardez, pardon, oui, c'est l'ankylostoma. Ça, c'est la forme de l'œuf. Alors, les œufs sont différents d'une espèce à l'autre. C'est pour ça qu'on peut les différencier grâce au stade œuf. Au stade adulte, tous les vers, les nématodes se ressemblent tous à peu près. Alors, voici l'œuf de l'ankylostoma. Ça, c'est la tête de l'ankylostoma. Ça, c'est le stylet copulatoire du mâle à l'extrémité terminale. Alors le cycle évolutif, c'est un cycle qui est direct. L'autre définitif, c'est long. Alors les vers adultes sont localisés dans le duodénum. Ils sont fixés à la muqueuse. L'élimination fécale des œufs après la maturation des œufs, si la température est suffisante, entre 25 et 30 degrés Celsius, si le taux d'oxygène et l'humidité sont bons, la cinétique indiquée à titre indicatif dépend des conditions particulières. Alors au jour 0, nous avons pointe de l'œuf, les selles sur le sol. Le jour J+1, l'éclosion de l'œuf, on a la larve libre. Ensuite, au jour J+3, c'est la première mue, on a la larve 2 qui est libre. Au jour J+7, c'est la seconde mue et on a la larve L3 qui reste dans l'exuvie de la mue. Elle peut vivre jusqu'à 1 à 2 mois ou plus. Alors la larve L3 présente un géotropisme négatif, un histotropisme parce qu'elle est attirée par la peau et un thermotropisme parce qu'elle est attirée par la chaleur. Déjà, elle ressent s'il y a quelqu'un et s'il y a de la chaleur, elle ressent cette chaleur. Alors, la pénétration, elle est active, elle est transcutanée, donc c'est une infestation qui est active. Les larves strongyloïdes L3, la pénétration, elle se fait en 5 minutes. La migration larvaire, parfois sanguine, vers les poumons, traverse les alvéoles, elle remonte dans l'arbre trachéobronchique, donc la trachée et les bronches, et on a déglutition, on va à des sartoha, puis elle arrive dans le tube digestif où ont lieu les dernières mues pour donner le stade adulte. La durée de la phase pré-patente, elle est de 6 semaines pour donner l'ankylostoma, et la durée de vie de l'ankylostoma, elle est au maximum de 5 ans. La diapo suivante, voilà le cycle très simple de l'ankylostoma, c'est pas si compliqué que comme chez le strongyloides. Alors voici les adultes dans le duodénum, ils sont rejetés par les selles, les œufs sont dans les selles, la larve elle est rhabditoïde, elle est rejetée par terre, elle devient strongyloïde infestante, et si un homme marche pieds nus, la larve strongyloïde va traverser la peau, elle va infester. À ce moment-là, il va monter vers les poumons, ensuite vers la trachée, va redescendre vers le tube digestif, etc. Et bien sûr, avant, elle va passer par... On passe à la diapo suivante. Alors, voici ici les vers de strongyloïdes, de l'ankylostoma, pardon. Ce sont des espèces qui se ressemblent. Ça, c'est la femelle et ça, c'est le mâle avec les stylets copulatoires. Alors là, c'est la pénétration du parasite via le pied d'un homme. Le troisième exemple, qui est l'Enterobus vermicularis, ce sont les oxyures, ce sont des nématodes digestifs des mammifères. Alors, ils se reconnaissent par les formes adultes visibles macroscopiquement, dont l'extrémité caudale est effilée parce qu'elle présente un piquet. C'est comme une aiguille. À la fin, regardez ici la femelle, présente une aiguille vers la fin avec lequel elle pique parce que ce sont des parasites de l'anus chez l'homme. Alors, les œufs sont de morphologie de taille caractéristique. Regardez l'œuf qui est incurvé et est différent des autres œufs des autres espèces. La répartition des oxyures est mondiale. Les œufs sont très résistants dans le milieu extérieur. Ils peuvent vivre plusieurs mois, donc plus de 4 mois. Alors l'Enterobus vermicularis, qu'on appelle les oxyures, ce sont des petits vers qui sont, c'est pas très méchant, mais sont très difficiles à éliminer si jamais ils infestent l'homme. Alors le ver adulte, ce sont des petits vers blancs très mobiles avec un renflement céphalique et la bouche elle est munie de 3 lèvres coupantes. Le mâle mesure entre 3 à 5 mm, mais la femelle elle mesure entre 9 et 12 mm. Ils ont des extrémités postérieures qui se terminent par un spicule chez le mâle et extrémités effilées translucides chez la femelle. Donc là, voilà la femelle. Alors l'œuf, il est ovoïde, il est asymétrique parce qu'il n'y a pas de symétrie. La coque, elle est lisse, incolore et fine et il mesure entre 50. Alors le cycle
de l'entérobus. L'hôte définitif, c'est l'homme. Les vers adultes sont situés dans la dernière partie de l'intestin grêle. Le cécum et le côlon se nourrissent de débris alimentaires. Ils se nourrissent de quoi se nourrit? Après fécondation, les mâles vont mourir, les femelles restent dans le côlon, puis migrent vers l'anus. Elles traversent la nuit pour pondre à la marge anale. Donc la femelle, elle va aller la nuit en direction de l'anus et elle va pondre environ 10 000 œufs par femelle, pondus en 20 à 60 minutes. Donc elle va pondre pendant une heure, entre 20 et 1 heure. Les vers femelles vont remonter dans l'intestin, ils vont rester quelques jours, jusqu'à 2 à 3 mois, puis elles vont mourir. Alors les œufs pondus sur la marge anale sont embryonnés, ils vont donner la larve L1 qui est gyriniforme. En quelques heures à la température du corps, on aura la larve L2, puis la larve L3 qui est infectieuse. Donc chez tous les nématodes, c'est la larve L3 qui est infectieuse. Alors la contamination, comment on attrape cette entérobus qui parasite l'anus et surtout les enfants qui pleurent la nuit, et on a une sécrétion de prurite, c'est la matière que tellement ça fait mal. La contamination se fait par ingestion ou inhalation des œufs, donc elle est passive. Les œufs sont infectieux, l'éclosion et l'obtention des larves L3 dans l'intestin grêle, puis on a 2 mues sans migration viscérale. Donc ici, l'individu ne monte pas vers les viscères, vers le cœur, vers les poumons. Il n'y a pas de migration. Les premières pontes adultes surviennent entre 30 et 60 jours après la contamination. L'auto-infestation orale est fréquente par ingestion d'œufs éliminés la nuit, même où il y a le prurite, les grattages, les œufs sur les doigts et les ongles. Alors la phase d'état. Alors les porteurs sains, le plus souvent, prurite anal nocturne pendant la ponte, et on a mordillement par les femelles. En cas d'infestation massive, ça peut provoquer des troubles intestinaux, des coliques, des nausées, l'anorexie, des selles qui sont molles, des troubles nerveux, l'insomnie, l'irritabilité, l'inattention, etc. Il y a quelques complications rares comme l'appendicite, la vulvite et les infections urinaires. Donc il faut faire attention pour ne pas s'infester de l'entérobus vermicularis. De l'entérobus, regardez le mâle. Alors chez la femelle, il y a toujours un utérus qui est rempli par les œufs. Là aussi, c'est une femelle. Là, c'est l'infestation. Donc les œufs sont pondus, les adultes sont rejetés ou les œufs sont rejetés par l'homme. Ensuite, ou bien là, il y a les œufs qui sont directement infestants dans le milieu extérieur, soit par les mains, soit par la lingerie, soit par la voie respiratoire, soit par la voie orale. Et les œufs vont donner immédiatement des adultes au niveau de l'intestin. Et ensuite, la femelle va aller pondre au niveau de l'anus et ça donne des démangeaisons la nuit, surtout chez les... Alors la même chose, ça c'est le cycle toujours de l'entérobus. Voilà, les œufs qui sont rejetés et qui vont contaminer l'homme. On arrive à l'Ascaris lumbricoides. Alors l'Ascaris, c'est le ver qui parasite l'homme. Il y a plusieurs types d'Ascaris, plusieurs espèces. Il y a un qui parasite le cheval, l'autre qui parasite le chien, et c'est le lumbricoides qui parasite l'homme. Alors regardez ici, la femelle elle est plus grande que le mâle. Le mâle mesure entre 15 et 20 cm. La femelle mesure entre 20 et 25 cm. L'extrémité postérieure chez la femelle elle est rectiligne. Elle a une vulve ventrale ou un tiers antérieur. L'adulte, le mâle mesure 0,3 cm de diamètre, il mesure déjà 15 à 20 cm. Donc ce sont des vers qui sont de grande taille, assez grande taille. Regardez ici, voilà la mensuration exacte. Là c'est un enfant qui a développé qui a été négligé, et regardez, il a commencé à faire ressortir les ascaris par la bouche. Regardez, là c'est la bouche avec les 3 lèvres coupantes. Alors l'ascaris c'est un nématode lumbricoïde, c'est un nématode humain. Il est rond, il est rosé, il a une cuticule qui est épaisse, il a une bouche qui est munie de 3 grosses lèvres. Regardez, là c'est le mâle et l'autre c'est la femelle. La femelle mesure 20 à 23 cm, on vient de le dire, et le mâle a une extrémité postérieure qui est recourbée et munie de spicules. Alors le cycle, il est monoxène, il nécessite un seul homme, c'est l'homme. Alors les vers adultes vivent dans l'intestin grêle, ils se nourrissent du chyle intestinal. L'élimination fécale des œufs, elle est environ entre 200 000 œufs par femelle par jour.
la maturation des œufs dans le milieu extérieur en 2 à 6 semaines selon les conditions. Là, on a d'abord la larve L1 puis L2 qui reste dans l'œuf. La contamination orale, elle se fait par ingestion d'œufs contenant la larve 2. La libération des larves dans l'intestin de L2, migration larvaire, traversée de la muqueuse intestinale et passage par le foie bien sûr. Il va passer au cœur droit, les poumons, traverser la paroi des alvéoles pulmonaires qui va atteindre en 8 jours. On a une mue et à ce moment-là, on a le stade L3 et après il y a remontée de l'arbre respiratoire vers le pharynx, déglutition et passage dans le tube digestif. Donc la semaine, la larve L3 doit rester au moins 7 jours avant de redescendre vers le tube digestif pour nous donner l'adulte. Alors les larves L3 sont infectieuses, elles vont poursuivre leur vie dans l'intestin pour donner le stade adulte qui sera obtenu en 2 ou 3 mois. La durée de vie, elle se fait entre 12 et nécessite 12 à 18 mois. Alors ça, c'est le cycle de vie de l'ascaris avec le passage vers donc, de l'intestin. On a le passage vers le cœur, les poumons, le cœur, les poumons, les larves vont rester au moins une semaine dans les poumons avant de redescendre, de remonter vers le haut, vers la trachée, redescendre au niveau de l'intestin pour donner les adultes. On arrive à l'exemple de Trichinella. Alors Trichinella spiralis qui est responsable de la trichinellose, on l'appelle la trichine. Alors l'hôte définitive et l'autre intermédiaire, ce sont des mammifères carnivores et omnivores. Selon la zone climatique, il y a différentes espèces qui sont impliquées comme le loup, le renard, le sanglier, les rongeurs, sans oublier bien sûr l'homme. Il y a aussi l'ours, les morses, les éléphants, etc. Alors l'homme c'est un hôte accidentel. La contamination humaine, elle se fait par ingestion de viande trichinée, crue ou peu cuite, surtout s'il mange du porc d'élevage en liberté comme ou bien la viande de sanglier, etc., ou la viande de phoque, etc. Donc je passe. La morphologie, les vers adultes vivent dans les intestins de l'hôte. Le mâle mesure 1,5 mm, la femelle 2 à 5 mm. Donc ils sont de très petite taille. Voici le mâle et la femelle. Et pourquoi on l'appelle spiralis trichinella? Parce que la larve, elle est sous forme de spirale au niveau des muscles. Au niveau de la viande. Donc, elle est enroulée en... Alors, le cycle, il est simple. Il n'y a pas de phase libre dans l'environnement. Une fois l'ingestion de viande contenant la larve, il y a mue dans l'intestin. L'adulte va rester 36 heures et mort des mâles. Dans la muqueuse des intestins, les femelles vont pondre. Éclosion de l'œuf, une fois in utero dans la ponte de l'arbre. La larve va migrer par voie sanguine vers les muscles et l'hôte définitive va devenir hôte intermédiaire. Alors, une fois enquistée, la larve enquistée dans les cellules musculaires va rester enquistée en 3 semaines avec une taille de 1 mm. Elle peut rester plusieurs années. Si elle n'est pas mangée, on a calcification puis mort. Mais il faut un autre hôte pour que le cycle continue. La spiralis au niveau des muscles, elle est en forme de l'individu, c'est tout le vert. Trichinella spiralis, larve dans le muscle. Alors regardez Trichinella spiralis, elle peut contaminer d'abord le rat. Le cochon va manger le muscle du rat, donc il sera parasité. Et l'homme qui mange, bien sûr, la viande du cochon sera parasité par... Il y aura les Trichinella spiralis au niveau des muscles. Et à ce moment-là, une fois que l'homme va manger Trichinella spiralis sous forme de larve, il obtiendra des adultes au niveau de l'intestin. Donc le cycle nécessite 2 hôtes. Le premier hôte, c'est le cochon. Le deuxième hôte, c'est l'homme, parce qu'il a mangé la viande avec Trichinella spiralis qui est enquistée dans le muscle et qui vont éclore, les larves vont éclore au niveau de l'intestin pour donner les adultes. C'est une maladie, la trichinellose, c'est une maladie qui est mortelle et très dangereuse. Alors il y a d'autres nématodes qui sont provoquées par d'autres qui ont un degré de parasitisme élevé également.
et qui provoquent des maladies très graves comme l'éléphantiasis, comme la cécité des rivières qu'on appelle l'onchocercose, qui est transmise par l'onchocercus volvulus. Et là, l'éléphantiasis, ce sont des maladies parasitaires tropicales qui sont dues à des nématodes que nous n'avons pas ici au Maroc. Alors voici une dame qui est infestée par des microfilaires qui sont transmises par des mouches et qui provoquent la maladie de l'éléphantiasis parce qu'ils ont des pieds d'éléphant. Alors les parasites sont des filaires, ils causent la filariose, ils bloquent les vaisseaux sanguins lymphatiques, les adultes libèrent des microfilaires et le vecteur c'est un insecte qui est piqueur. Alors voilà des images à ne pas voir. Alors là, il y a un autre parasite qui parasite les yeux et qui est transmise, je crois, par la mouche noire. Donc l'onchocerca volvulus, elle est transmise par la mouche noire, les microfilaires qui causent la cécité. La cécité, c'est l'individu ne voit plus. Voilà, regardez le vert. Les adultes forment aussi d'abord des nodules sous la peau. Ce sont des cycles parasitaires hétéroxènes chez les nématodes. Il y a un nématode qu'on appelle l'onchocerca volvulus et les gens deviennent aveugles. Alors, il y a une autre maladie qui est provoquée par un filaire, Dracunculus medinensis. C'est une maladie qui frappe l'Afrique du Nord, l'équatoriale, l'Asie centrale, le Moyen-Orient. Et elle est transmise, la transmission se fait par le cyclops qui est un crustacé planctonique d'eau douce. On va voir ce crustacé, le cyclops, on va le voir lorsqu'on verra les crustacés. Alors les adultes, le mâle mesure 4 cm et la femelle 80 cm à 1,1 mètre. Donc la femelle, elle est très longue. La contamination se fait par ingestion d'eau de boisson du puits qui est contaminée par les cyclopes. Et les cyclopes sont porteurs de la larve de microfilaire. Alors une fois la libération de la larve, passage dans les muscles et formation des adultes, population après 2 mois, les morts des adultes mâles et migration de la femelle dans le tissu cutané. 1 an après contamination, la femelle gravite descend vers les membres inférieurs, c'est-à-dire les pieds, les chevilles, et entraîne l'ulcération qui éclate et le ver sort légèrement. La paroi utérine se rompt pour libérer les microfilaires dans l'eau, puis la femelle meurt et se calcifie. Et regardez la maladie, donc regardez les femelles qu'ils doivent soutirer grâce à un petit bâton et elle est retirée comme du fil. Alors il n'y a pas de symptômes pendant 8 à 10 mois. Et après, on a une surinfection bactérienne, ulcération, l'arthrite, l'ankylose, etc. Il y a plusieurs, donc c'est quelque chose qui est très grave. Alors, et ici prend fin la série des parasites après les nématodes avant et les platelmintes. Je vous remercie de votre attention et j'espère que le cours vous a plu, qu'il est intéressant.